On est à 75% de classement sans suite et à 1% de plaintes qui aboutissent à une condamnation. Alors que par ailleurs, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours et demi, qu'une femme est violée toutes les 6-7 minutes. Je souhaite, en tant qu'avocate, prendre part à la lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux enfants. Un des verrous, en fait, de ces discriminations, ce sont les violences sexistes et sexuelles. C'est ça qui verrouille, c'est un des grands verrous solides anciens du patriarcat. Frédéric, il y a des députés qui ont lancé récemment une mission d'information à l'Assemblée nationale dans le but de redéfinir le viol pénalement. Qu'est-ce que ça peut changer ? On met beaucoup d'espoir en fait dans ce travail dont se sont emparés les parlementaires pour produire une réflexion et amener effectivement le pouvoir politique à s'engager dans une redéfinition du viol qui permette en fait d'appréhender davantage la réalité en fait de ces violences. On a un droit international aujourd'hui, la Convention d'Istanbul, qu'on a ratifiée en France depuis 2014, qui nous dit que les États sont tenus d'inscrire dans la loi que toute relation sexuelle doit procéder d'une volonté libre et éclairée au regard des circonstances environnantes. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on oriente le travail des juges, il faut que les juges, parce qu'aujourd'hui ils n'y sont pas obligés par l'état actuel du droit, il faut que les juges examinent si la victime était vulnérable, si elle était en capacité de réagir, si y avait des rapports de pouvoir entre elle et son agresseur, s'il y avait une asymétrie de situation entre elle et son agresseur, si elle était en situation de précarité, etc. Et c'est au regard de ce contexte-là que le juge va pouvoir en fait se forger une conviction sur la capacité ou pas qu'elle avait de dire non, ou sur l'obligation qui a été la sienne de dire oui. Voyez ? Et donc c'est un changement total en fait. Et maintenant, vous, personnellement, en tant qu'avocate, qu'est-ce qui vous motive au quotidien et quel est votre constat sur cette cause ? Je crois qu'il n'y a aucune femme qui n'est épargnée par les violences sexistes et sexuelles. On l'a toutes vécu à des degrés divers. On a pu constater qu'on n'avait pas le même espace, qu'on n'avait pas la même liberté dès le petit âge. On est même investi en tant que petite fille, en tant que petit garçon de stéréotypes très tôt qui vont nous conditionner aussi à prendre ou pas de l'espace. Je pense qu'il n'y a pas une seule femme qui n'a pas été menacée dans le métro, tripotée, touchée, sifflée dans la rue. Il y a très peu de femmes qui échappent au harcèlement sexuel au travail. Il y a très peu de femmes qui échappent à des agressions sexuelles, malheureusement, et aussi à des viols, et en particulier dans le cadre intrafamilial. Tout ça c'est vrai, mais souvent c'est difficile de prendre la parole. Comment est-ce que vous, très concrètement, vous aidez les victimes à parler ? La première chose, c'est que je l'accueille. Je l'accueille avec bienveillance, et je sais en fait la douleur que c'est d'entamer des démarches, ou de se renseigner sur la possibilité qu'on a ou pas de porter plainte, des chances qu'on a ou pas d'être entendu et d'aboutir éventuellement à un procès, parce qu'elles sont assez faibles en fait à l'heure actuelle, parce que la justice dysfonctionne et parce que nos textes de loi ne sont pas adaptés à la réalité en fait de la majorité des viols. Du viol, on en parle beaucoup, mais est-ce que d'après vous, on est vraiment à la hauteur de l'ampleur du phénomène ? On est à 75% de classement sans suite et à 1% de plaintes qui aboutissent à une condamnation. Alors que par ailleurs, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours et demi, qu'une femme est violée toutes les 6-7 minutes, que la Civise, qui a rendu récemment son rapport, nous démontre l'ampleur des violences sexuelles qui sont exercées sur les mineurs. En France ? En France, minutes oui, en France. En France, bien sûr. Et donc on est face à un phénomène massif de violence et on a une réponse qui n'est pas du tout à la hauteur. Est-ce que depuis le mouvement MeToo, alors, vous trouvez que les choses ont vraiment bougé, les mentalités ont vraiment évolué ? Je pense qu'il y a des avancées. Je pense que MeToo, c'est un moment de rupture, que c'est un moment crucial, parce qu'on entend. Pas parce que, bon, ça, on l'entend beaucoup, je crois que là, on a compris, c'est pas tellement les femmes qui parlent pas, c'est les femmes qui sont silenciées, en réalité, et qui ne sont pas entendues. Donc là, on a fait masse, et la société n'a pas pu faire autrement que d'entendre. Et ça a permis à beaucoup de femmes d'oser, de vouloir sortir de la honte, de la culpabilité, d'être légitimes à dire « j'ai été agressée » en désignant les violences qu'elles ont subies, en désignant les agresseurs qui ont commis ces violences sur elles. On est au début en fait. Je pense qu'en fait MeToo, ça a ouvert une forme de passage à un autre stade de l'histoire. Et qu'est-ce qui nous empêche alors dans le fond de voir la réalité en face aujourd'hui encore ? Ce qui m'intéresse face aux auteurs de violences, c'est de travailler sur les stéréotypes sur lesquels ils prospèrent, et c'est aussi de démonter les faux discours. En mars, j'étais dans une cour d'assises à Versailles. Le dernier mot est donné à l'accusé, c'est normal, hein. Et alors qu'il avait étranglé, démembré sa victime, il lui avait mis le feu. Donc on est dans une entreprise de destruction totale. Il prend la parole en dernier pour dire « j'ai fait ça parce que je l'aimais ».
où je l'aime, vous voyez, donc tous ces faux discours. Passionnel. Voilà, le fameux crime passionnel, qui est en fait un poncif absolu, enfin qui est encore extrêmement efficace dans l'imaginaire collectif, et qui en fait vise à faire passer pour de l'amour des actes qui sont terribles, qui sont criminels, et donc à ne pas prendre la mesure en fait. Et vous, Frédéric, vous vous sentez responsable, donc quel est votre rôle? Comment, d'une certaine façon, vous protégez les générations futures de tout ça? Pour moi, c'est de travailler et de contribuer à créer des conditions sociales qui permettent à ces jeunes, à ces générations futures, de pouvoir prendre la parole plus sereinement, en étant assurés d'être écoutés, d'être correctement traités dans les commissariats, d'être correctement traités dans le cadre des instructions judiciaires, et après dans le cadre des procès, notamment, parce qu'il y a aussi d'autres champs, évidemment, à explorer. Il y a des personnes qui se taisent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se taire. Et il ne s'agit pas non plus de les culpabiliser. C'est un cheminement de parler. Il faut se sentir à l'aise et en sécurité. Et on n'est pas du tout dans une société qui permet d'être à l'aise et en sécurité sur ces questions. Si on prend le sujet de façon un peu macro, en quoi est-ce que vous changez le monde? En quoi est-ce que vous êtes matrice de quelque chose? En luttant contre ces violences, en luttant contre les stéréotypes encore féroces et qui nous font du mal, en accompagnant ces femmes vers plus de justice, en participant à une réflexion politique sur la question des violences et en réfléchissant avec mes consoeurs pour faire avancer le droit, en travaillant pour que le droit, ça soit un outil de progrès social et de transformation sociale. Attention, comme d'habitude, on vous lance une matrioshka. Que voyez-vous dedans? Ça me parle du lien, en fait, entre toutes ces femmes. Donc ça va me parler de sororité, ça va me parler de solidarité, ça va me parler de transmission, donc de protection. Et puis aussi, ça va être aussi une façon d'illustrer une dimension collective, en fait, de la lutte des femmes et de la lutte contre cette condition minorée des femmes, en fait. Matrioshka.